l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La société algérienne d'aujourd'hui est réellement un cas d'école pour chercheurs en tout genre, sociologues, anthropologues, politologues, etc. En l'espace d'une soixantaine d'années, elle a connu une transformation radicale. Non pas seulement celle qui peut découler du passage d'une population colonisée à une nation libérée, mais surtout celle d'un petit peuple d'une dizaine de millions d'habitants tombé tout aussitôt dans les griffes d'une junte qui allait entreprendre de le réduire à une inconditionnelle soumission en usant d'un discours qui tend à lui faire admettre que ces despotes sont les dignes héritiers des révolutionnaires qu'il avait libérés. L'entreprise allait être d'autant plus aisée que le pouvoir qui avait fait main basse sur tout le pays a pu disposer d'une manne financière qui allait lui permettre non seulement de se doter de tous les moyens du flicage, de la répression, de la constitution de larges cercles d'alliés objectifs, mais surtout de mettre en place un vaste système de conditionnement, de propagande et de corruption de masse pour inséminer au sein du peuple algérien une mauvaise conscience généralisée. Aujourd'hui, et plus de 60 années plus tard, pour quiconque tenterait de comprendre les causes profondes et leurs conséquences sur l'état d'esprit des Algériens, sur leur état de sidération, si ce n'est d'hébétude, la situation est autrement plus complexe qu'il n'y paraît. C'est dire combien rien n'est jamais tranché dans la vie des peuples, quelle qu'en soit la gravité ou l'urgence. Ce n'est jamais noir ou blanc, et il s'en trouvera toujours parmi les mêmes victimes d'un même peuple qui ne verront midi qu'à leur propre porte. En l'occurrence, en Algérie et à mon modeste avis, ce n'est pas tant une question d'idéologie, de projet de société, encore moins d'orientation politique qui pourrait vraiment nous diviser, voire nous dresser les uns contre les autres. Nos perceptions et nos états d'âme ne viennent pas de nos profondeurs, encore moins de nos aspirations, mais de cette infection généralisée qui a gangréné notre être collectif, qui nous a vidés de toute sérénité et qui nous tord de douleurs rentrées à un point où, consciemment ou non, nous ne rêvons plus que de pouvoir nous arracher de notre propre pays, de partir ailleurs où nous pourrions enfin respirer un air moins toxique. Nous ne voyons plus, nous ne regardons plus dans la même direction, ni n'éprouvons les mêmes aspirations, ni ne ressentons les mêmes humiliations, souvent pour des raisons autrement plus vénales, malheureusement, autrement moins avouables. Pour dire les choses comme je crois qu'elles sont, si aujourd'hui, de très larges couches de la population ne réagissent plus à la dévastation de leur propre nation, à la dévastation de l'avenir de leurs propres enfants, c'est surtout parce que ce régime a mis en place, au cours des décennies, un système ambivalent mais d'une redoutable efficacité d'abrutissement et de corruption des masses. Pire que la carotte ou le bâton, ce qui laisse d'une certaine façon un certain choix,
c'est la carotte farcie d'opium, au point où tous les repères se sont estompés, au point où aujourd'hui nous ne compatissons même pas au sort de ceux qui nous ont sacrifié leur liberté, leur carrière et leur vie de famille et qui croupissent dans les geôles du régime dans l'indifférence généralisée, sans que nous n'élevions la moindre petite protestation. Un système redoutable en effet, parfaitement huilé, qui s'est transformé en machine automatique, qui fonctionne d'elle-même et qui génère désormais ses propres logiques, comme autant de consensus non dits. Ce régime ne pouvait pas user indéfiniment de la seule répression. Il lui fallait donc rallier à lui et à son discours l'ensemble, ou du moins la majorité de la population, ce qui revient au même, et la manne des ressources naturelles allait le lui permettre. Il allait pouvoir jouer sur du velours, au-delà de toutes ses espérances. Il aurait pu se servir de cette formidable ressource naturelle pour garder le pouvoir, mais en même temps être utile, se servir de l'emprise qu'il avait sur la population et des richesses qui lui étaient tombées dans le giron pour mettre néanmoins le pays sur les rails du développement, de l'épanouissement social et de la création des richesses. Il aurait pu être une démocrature, un pouvoir fort mais vertueux, mais ce n'était pas dans sa nature. C'était trop demander à des gens qui n'en avaient pas l'étoffe, qui étaient dévorés d'une ambition disproportionnée et qui ne se refusaient aucun moyen. C'est ainsi que ce système a quasi naturellement opté pour le pire, la rapine, l'usage des richesses pour anesthésier tout un peuple, sans se priver néanmoins de la force brutale lorsqu'il se sent menacé. C'est ainsi qu'une grande majorité de notre société a été plongée dans une sorte de coma politique. Elle a été laborieusement et depuis plus de 60 ans lobotomisée de sa conscience politique, génération après génération. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième génération de citoyens adultes qui ne savons pas, qui n'avons jamais su ce que citoyenneté veut dire, ce que sont la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, la présomption d'innocence et tout ce qui peut faire une vraie différence entre une démocratie et un pouvoir totalitaire qui se cache derrière des façades menteuses. Mais le pire, comme je viens de le souligner, est dans cette propagation de cet état d'esprit mercantile qui allait normaliser toutes les turpitudes, toutes les déviances, toutes les errances. Nous y reviendrons demain, Inch'Allah. Qawala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.